Bonsoir mes amis, il y a une personne qui m'a contacté de France. Elle a tenu des propos haineux, un dérapage, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et moyennant quoi, elle a été condamnée à un stage citoyen. C'est un petit peu ce que faisaient les rééducateurs des grandes républiques communistes quand ils enfermaient les gens dans des centres de rééducation pour les reprogrammer. En général, ça se faisait à coup de camisole de force et de pentotal de sodium dans les veines. En tout cas, avant de répondre à cette personne, j'aimerais vous raconter une petite histoire. On va la faire à l'africaine. Vous savez, je suis africain, donc on ne se refait pas. Il y a des années, j'étais étudiant en Suisse, n'est-ce pas? Et puis, un soir, c'est à Lausanne. Et Lausanne, c'est au bord du lac. Hein, c'est comme Évian. Évian, c'est en France en face, en fait. Et nous étions sortis entre étudiants. Nous étions un groupe de, allez, je vais dire une douzaine d'étudiants. Et on était sortis avec un peu de musique, avec des boissons, avec de la bouffe et tout ça, pour une sorte de camping improvisé au bord du lac. Alors, sur le moment, j'ai eu la fantaisie d'aller nager dans le lac. J'avais envie, je nageais souvent dans ce lac. Et puis, il faisait nuit, n'est-ce pas? Il était tard. Donc, je rentre dans l'eau du lac. J'étais tout à fait sobre. Autrement, je n'aurais pas été dans l'eau. Je ne suis pas du genre à se noyer en état d'ivresse. Et donc, je disais que je nage et l'eau du lac est gelée. Il faut savoir que l'eau du lac Léman est gelée même au mois d'août. Il n'y a pas d'exception. Et donc, je nage, je ne m'éloigne pas, je reste à une distance raisonnable. Et à un moment donné, je suis là, j'ai l'eau jusqu'ici et je regarde mes copains rire, s'amuser, boire, discuter, la vie d'étudiant, normal. Et à ce moment-là, je ne sens plus ma jambe. Ma jambe droite était paralysée complètement. Je n'avais plus le contrôle dessus. Je nageais avec des palmes. Il faut savoir que je ne suis pas très bon nageur. J'ai toujours nagé avec des palmes énormes. Donc c'est vrai que sans palmes, mes jambes, elles font comme ça dans le vide et je ne sais... J'avais des palmes. Mais toujours est-il que je me retrouve avec une jambe complètement paralysée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel phénomène. Le froid peut-être, mais totalement paralysée. Aucun contrôle de cette jambe. Comme si elle n'existait pas, mais elle est devenue un poids et elle me tirait vers les eaux profondes du lac. Il faut savoir que, pourquoi je vous dis que c'est un lac, parce que dans un lac, ta flottaison n'est pas très bonne, elle est même légèrement négative. J'ai tenté dans l'eau de mer, la mer Méditerranée, je me lâche, j'arrête de bouger, j'arrête de résister au flot, et je pars à l'horizontale et je flotte, le visage en dehors de l'eau. J'ai tenté la même chose dans le lac Léman. Je me lâche, je ne bouge pas, je ne résiste pas. Et je pars doucement vers le fond et je touche le fond. Ok? Ça, c'est la flottabilité dans le lac, elle est négative. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais un tournant de ma vie. À ce moment-là, j'avais le choix entre deux choses. La première chose aurait été de lever le bras et crier au secours. Ok. Maintenant, le risque avec cette approche-là, connaissant la mentalité des étudiants, si j'avais fait cela, probablement, ils auraient commencé à rigoler. Ils auraient pris ça pour une blague. Ils auraient trouvé cela drôle. Par contre, moi, à mon niveau, si j'avais levé le bras et j'avais commencé à m'agiter, j'aurais coulé, certainement. J'aurais mis 30 secondes pour partir sous l'eau. Donc, mon équation était la suivante. Soit je lève le bras, je crie. À ce moment-là, soit une ou deux personnes sautent dans l'eau immédiatement et viennent à mon secours, soit s'ils ne prennent pas en sérieux mon appel, je coule. Et à ce moment-là, le temps de venir, le temps d'appeler qui de droit et tout, je ne serai plus là. Donc, et j'avais l'autre option qui était d'utiliser mes moyens et de nager à la limite de mes capacités pour revenir doucement vers la côte. Bon, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? On peut compter que sur soi-même de nos jours.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à nager doucement. Ça signifie, avec ma jambe valide, j'ai commencé à palmer très lentement parce que je n'avais pas envie, j'avais peur que cette deuxième jambe se paralyse aussi par le même phénomène mystérieux qui a paralysé la première. Et donc, j'ai donné quelques coups de palme, doucement, en gardant ma bouche à peine hors de l'eau. Et puis, j'ai fini par arriver. J'étais très mal en arrivant. J'avais eu la peur de ma vie. Mais en même temps, j'étais là. Donc, et je ne regrette pas ce choix. Et je pense honnêtement, avec la distance, que si j'avais commencé à m'agiter et crier, ils auraient répondu par le rire. D'accord? Pendant un long moment. Jusqu'au moment où j'aurais coulé. Voilà. Enfin, ce que je cherche à vous dire, mes amis, en France, vous avez, et Navarre aussi, pas qu'en France, vous avez un combat qui est légitime. Chaque peuple, que ce soit les Français, les Bantous, les Japonais, les Mexicains, toute cette diversité humaine, chaque peuple a le droit de garder son mode de vie. Peu importe que d'autres parties de l'humanité n'acceptent pas ou n'approuvent pas ce mode de vie, peu importe. Chaque peuple, sur la terre de ses ancêtres, sur la terre de ses aïeux, il a le droit, un droit légitime, simple, d'affirmer son existence et d'affirmer sa culture, d'affirmer ses spécificités. D'accord? Les Français ont leurs spécificités. Moi, je défends les Français. Des gens ils me disent, tu n'es pas français, pourquoi tu les défends? Mais je m'en fiche. Si les Bantous étaient massacrés, si les Pygmées étaient massacrés, j'aurais défendu les Pygmées. C'est quand même quand il y a un crime, pourquoi on parle de crime contre l'humanité? Quand il y a un crime contre l'humanité, comme ce qui se passe en France, ça concerne toute l'humanité. Je n'ai pas besoin d'être français pour être concerné. Je n'ai pas besoin d'habiter en France. Si tu me dis que les pygmées sont massacrés, je ne vais pas dire oui, de toute façon, moi je ne suis pas pygmée, j'habite pas sur leur terre, je m'en fiche. Non, c'est pas vrai. Un crime contre l'humanité concerne toute l'humanité. D'accord. Ça, c'est important. Bon. Ce combat est légitime. Par contre, vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes dans une situation qui est ce que je vous racontais, dans le lac, sur le point de couler. Vous avez des chances de vous en sortir. Mais vous avez une chance d'y rester aussi. D'accord? Il y a des jours où je pense que vous allez vous en sortir. Il y a des jours où je pense que vous allez couler. D'accord? Alors, maintenant, dans ce sens que votre mode de vie est mis à mal, parce que votre mode de vie est en train de changer. Une rue à la fois, un quartier à la fois, une ville à la fois. Et puis tôt ou tard, pratiquement, aujourd'hui, il y a des endroits où le français, on va dire, le français de souche, hein, si je peux me permettre, pour ce que ce mot veut dire, n'a plus le droit de citer. Il y a des endroits où la femme n'a pas le droit de citer. Il y a des endroits où le juif avec sa kippa n'a plus le droit de citer. Des endroits en France. Il y a des écoles qui ont refusé des enfants juifs, par exemple. Pour leur bien. Pas par antisémitisme. Pour leur bien. Parce que les directeurs n'avaient pas envie de s'illustrer dans la presse nationale par un fait divers horrible. Donc, ce n'est pas en train d'aller dans le bon sens. Si vous avez remarqué, les dernières années, la situation n'a pas évolué dans le bon sens. Nous n'avons pas des raisons, on va dire, rationnelles de penser que les années qui viennent seront différentes des années passées. Pour vous dire, juste vous donner un exemple, il y a une vidéo que je prépare, et je vais peut-être l'appeler, c'est sur l'excision, c'est pour dénoncer l'excision des femmes, et je vais probablement dans cette vidéo parler du droit, défendre le droit des femmes à être excisées. Ça signifie que je vais m'élever contre ce droit que les féministes défendent des femmes à être excisées. Vous allez me dire, mais c'était fou ou quoi? Il n'y a aucune féministe qui a réclamé le droit d'être excisée. Oui, mais attendez mes amis, attendez. Moi, quand j'étais ado, je vivais en Algérie et j'entendais les islamistes menacer les femmes de porter le voile. Et puis on entendait que des femmes ont été égorgées parce qu'elles ne portaient pas le voile ou autre. Je vous assure que j'étais à l'époque extrêmement loin de penser qu'un jour il y aurait des hijab days dans les entreprises, dans les universités, dans les administrations en Occident, et que les féministes le défendraient comme un droit. J'étais loin de le penser. Donc franchement, aujourd'hui, en 2018, chaque fois que je suis loin de penser quelque chose, je me dis, attends,
d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que c'est sur ces horizons qu'il faut se projeter, en tant qu'humain. Et en tant que dirigeant d'un pays, par exemple, il faut se projeter sur 50 ans, sur 100 ans, bien sûr. C'est pour ça que ceux qui sont en train de téléguider depuis dehors, ils se projettent sur l'échelle historique d'un pays. Alors que vous êtes dirigé par des gens qui se projettent sur l'échelle d'un mandat, 5 ans. Vous voyez la différence de vision entre des gens qui ont une vision de 5 ans et des gens qui ont une vision de 100 ans. Sur 100 ans, c'est clair, vous avez perdu, vous n'existerez plus. Sur 100 ans, il faut être honnête. À moins qu'il y ait un changement mais radical dans la direction historique que vous êtes en train de mener, dans 100 ans, il est tout à fait légitime de penser que la France, le mode de vie français tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'existera que dans quelques musées ou quelques réserves avec un grillage où on pourra jeter des pop-corn, littéralement. Alors, ce que je cherche à vous dire, c'est que pour combattre, il y a une guerre, il faut réfléchir en tant que général d'armée. Mais pas une armée du premier monde, pas une armée qui est en avance, qui gagne, qui est gagnante, qui a pris 98% du terrain et il lui reste 2% du terrain à prendre. Il faut réfléchir en tant qu'une armée qui est extrêmement en difficulté. D'accord ? Je vous donne un exemple. Nous sommes partis pour un bon moment ensemble, mes amis, je vous le dis tout de suite, parce que c'est un sujet extrêmement important. J'avais rencontré un gars de l'armée américaine. C'était un type qui avait un certain âge, il allait vers la soixantaine, et il était sergent recruteur dans l'armée des États-Unis d'Amérique. Et il a commencé sa vie comme sergent dans l'armée, et il a fini comme sergent. C'est quelqu'un qui n'a pas été plus loin que ce grade-là, d'accord ? Et pour cause. Il me racontait, juste pour la petite histoire, il me racontait quand il allait dans les supermarchés américains, avec sa tenue impeccable, comme seuls les flics, les militaires américains, les douaniers américains savent porter quand tu arrives dans un pays, pas cité de nom, mais tu arrives dans un pays du Sud, il m'est arrivé de rencontrer des flics ou des douaniers en tricot de peau, littéralement. Le mec avec les pantalons, le futal retroussé jusqu'au genou, et avec un tricot de peau, un wife beater, comme on dit. C'est la tenue de celui qui frappe sa femme, hein, comme disent les Anglais. Et en France, les Navarres, ils sont relativement OK. Les Suisses sont bien, je leur donne un très bon point. Les Américains, c'est parfait. Tu arrives aux États-Unis, tu vois les mecs, ils sont parfaits. Surtout quand tu t'es tapé 12 heures de vol et t'es complètement froissé comme ça, tu vois les mecs, waouh. OK. Le gars, il est arrivé avec sa tenue sur un parking d'un Walmart, dans un endroit, Walmart, c'est pas le top des supermarchés aux États-Unis. Et il arrive dans des quartiers vraiment, tu sais, déshérités, pour faire simple, où il y a beaucoup de misère sociale et tout ça. Il gare sa Jeep, il ramène un blindé pour la bonne mesure, pose une table, et il est là. Et il m'a dit qu'il recrutait des gamins, mais à l'appel. À l'appel, les gamins arrivent comme des mouches sur une glace. Ils arrivent, voilà, montre, il leur met un casque, prends ta photo, tu prends ton selfie avec le blindé, tu montes dans la Jeep, hein, voilà, puis écoute fiston, si tu veux, voilà, tu pourrais conduire une bête comme celle-là, je te promets, comme celle-là, d'accord, ça me rappelle Bruno Kremer dans l'Alpager, tu sais, je peux t'offrir une moto exactement comme celle-ci, d'accord, et puis, t'as qu'à signer ce formulaire, et tu seras en train de conduire la même bête, ou plus grand, en Irak ou en Afghanistan dans très peu de temps. Et c'est comme ça qu'ils recrutaient des pauvres gamins qui partaient en chair à canon pour des guerres dont ils ne comprenaient même pas le sens. Ils partaient mourir dans des pays qu'ils n'arrivent même pas à situer sur une carte. D'accord ? Pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'un jour, moi j'ai jamais eu une grande opinion de ce gars, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, tous les gens qui le connaissaient avaient une opinion assez moyenne, assez médiocre, on va dire, de lui. Et il m'a dit un jour un truc, et ça m'a horrifié. Il a dit que sa meilleure citation, c'était d'un général d'armée, je ne sais pas qui, mais en tout cas, sa meilleure citation était « Si on ne peut pas gagner la bataille, ok, faisons en sorte que personne n'en revienne vivant. » D'accord ?
Et ça, c'est toute la grandeur de l'armée américaine, en fait. Quand on est une armée aussi puissante que celle des États-Unis, on peut se permettre ce genre de raisonnement. D'accord ? Quand vous regardez, par exemple, la bataille de Guadalcanal et les batailles qu'il y a eu autour, il y a des batailles qui n'avaient aucun sens. Des batailles pour un rocher, des fois. Ils ont laissé, des gens en masse. Parce qu'ils avaient des gens en masse. Ils dépensaient des vies humaines sans compter. Alors, je vous dis un truc. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Vous êtes très loin de ce cas-là. Vous êtes l'armée en déroute. Vous êtes perdu. Vous avez perdu 95% du terrain. D'accord ? L'ennemi, celui qui cherche à modifier votre vie, celui qui cherche à vous imposer de nouvelles règles de vie, cet ennemi-là, il a pris l'éducation, il a pris la politique, les gens qui sont au pouvoir. Je ne parle pas des politiques qui sont dehors, je parle de ceux qui sont à l'intérieur, de ceux qui ont réellement le pouvoir. Il a pris les médias, la majorité, l'essentiel des médias. D'accord ? Donc, ces dernières quinzaine d'années, pardon de le dire, mais ce n'est pas la laïcité qui a avancé en France. Hein. Vous m'avez compris, je pense. Donc, à ce moment-là, il va falloir changer votre façon d'approcher les choses. Alors, je peux vous donner quelques règles. Je peux vous donner quelques règles très importantes. Tout d'abord, même si la guerre en tant que telle peut avoir une certaine légitimité, il faut réfléchir. En tant qu'armée en déroute, en tant qu'armée en situation de faiblesse, c'est toutes les batailles valent la peine. Et je peux vous dire, certaines batailles ne valent pas la peine. Des fois, vous voyez dans des guerres, comme celle que je vous ai décrite, deux camps se battre pour un rocher. Vous ne pouvez pas vous battre pour un rocher. Et des rochers, on vous proposera des rochers, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, parce que le camp adverse, lui, s'en fiche. Le camp adverse a tout pour lui. Il a l'argent, il a le pouvoir. Le camp adverse se nourrit même de votre travail. Même quand vous vous levez le matin et vous payez des impôts, une bonne partie va au camp adverse, d'accord ? Ils ont les moyens. Ne le laissez pas vous entraîner sur des batailles pour un rocher. Parce que vous en sortirez plus affaibli. Vous allez gagner ce rocher, c'est sûr. Vous le prendrez à la fin. Combien il vous aura coûté ? Alors qu'il n'a aucune valeur stratégique. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que si vous voulez avoir une chance de gagner cette guerre, évaluez les batailles une par une. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Dépassez cela, dépassez l'ego, dépassez cela. Allez au-delà. On s'en fiche d'avoir raison ou tort. L'important est-ce que cette bataille en tant que telle, stratégiquement, froidement, glacialement, rationnellement, vaut la peine d'être menée ou pas. Qu'est-ce que je perds en la menant? Qu'est-ce que je gagne en la menant? Il ne s'agit pas d'avoir raison. Je peux avoir 100% raison sur cette bataille et je vais la laisser tomber, la mépriser parce que ce que je dois dépenser pour la gagner est supérieur à ce qu'elle pourrait m'apporter. D'accord? Et ça, c'est très important. La guerre contre cette nana qui voulait, qui va faire dans ce spectacle Jeanne d'Arc ou cette Ibtissem de Voice, des trucs de ce niveau-là, ce sont des rochers. Ça ne vaut pas la peine de vous casser la tête pour ignorer, passer, laisser pisser le cheval. Ce n'est pas ça qui va changer dans un sens ou dans l'autre votre destinée. Mais vous investir là-dessus va vous coûter trop cher pour ce que c'est. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on ne donne pas des armes à l'ennemi. Dans ce sens, vous savez, il y a des gens, des entreprises qui sont dans des domaines extrêmement régulés, comme les banques, comme ceux qui travaillent dans la pharmacie, comme ceux qui travaillent dans la sécurité. Ce sont et même un auto-entrepreneur qui peintre en bâtiment au dépaveur de rue va se rendre compte qu'il est dans un environnement extrêmement régulé. Très dur de respecter les règles, mais il le faut. T'as pas le choix. Si tu as une entreprise de pharmacie avec 20 personnes et qu'une loi change le 1er janvier, tu dois t'arranger pour être en conformité le 1er janvier. Sinon,
tu risques de te retrouver dans l'illégalité totale le 1er janvier. Ce n'est pas parce que tu étais légal le 31 décembre que tu es légal le 31 janvier. Si la TVA augmente sur un produit, tu ne perçois pas cette TVA, eh ben, dès le 1er janvier, tu es en train de perdre de l'argent. Et si tu es dans un marché très compétitif avec très faible marge, cette erreur financière va peut-être te pousser à mettre la clé sous la porte. C'est super important. Alors, tellement important que des grandes entreprises qui sont dans un système régulatoire très complexe ont des fois des départements entiers avec des gens qui travaillent à plein temps à faire ce qu'on appelle en anglais de la compliance, de la conformité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vous dis un truc. Aujourd'hui, la parole, le speech, le fait de parler, le fait de vouloir lutter, le fait de vouloir écrire, on n'est plus à l'époque de Voltaire. Aujourd'hui, est extrêmement régulé. Considérez que vous gérez littéralement une compagnie d'armement ou une compagnie de pharmacie ou un truc comme ça. C'est très régulé. Vous devez assurer en tout temps une conformité. Pourquoi une conformité par rapport à la loi? Parce que, je vous explique, très simple. Vous attaquez un camp lambda. Vous attaquez un camp, appelons-le lambda, on s'en fiche du camp. Vous les attaquez. Et à un moment donné, et je vois des gens attaquer des fois, un discours construit, des arguments, des éléments nets, clairs. Et puis au milieu, la mouche dans le lait. Au milieu, ils vont balancer la menace de mort. Citer une personne avec nom, prénom et dire une saloperie. Un truc comme ça. Ils se retrouvent devant un tribunal, diffamation, propos qui tombent sous le coup de la loi. Ils vont se retrouver devant un tribunal et faire quoi? Payer 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, peu importe, à la partie lambda. Donc, le résultat net de leur combat, c'est quoi? Le résultat net de leur combat, c'est qu'ils collectent de l'argent et ils le donnent à la partie lambda. Donc, est-ce qu'ils sont en opposition à la partie lambda? Non, pas du tout. Ils sont dans le fact. Il faut comprendre. Il y a des éléments. Le plus souvent, quand on se bat philosophiquement, il y a le plan de la manifestation et le plan de la substance. Alors peut-être dans la substance, ils s'encontrent sur le plan de la substance. Mais sur le plan de la manifestation, ils sont en train de financer la partie lambda, aussi simple que cela. D'accord? Donc il est très important d'être tout le temps sur ses gardes. Nous ne sommes pas comme le cas de l'armée américaine. Envoyons-les, si on ne peut pas gagner la bataille, tuons tous nos soldats. Non, nous sommes dans le cas où tu n'as pas le droit de mourir. Si tu meurs, je te tue. Tu n'as pas le droit de mourir. Parce que chaque personne qui lutte est importante. Et si tu te flingues, si tu donnes à l'ennemi de quoi te battre, eh ben, ma foi, voilà. T'as beau avoir raison, t'as beau avoir dit ce que tu penses, mais bon, qui est au tribunal, qui est en train de financer l'autre partie, bon, ma foi, d'accord? Il faut être super carré sur ça. Et ça, si tu as un site internet par exemple, fais très gaffe à ce que tu publies, fais très gaffe à ce que tu dis. Réfléchis à 7 fois. Si tu es obligé de citer un nom d'une personne, si tu es obligé de balancer un truc, des menaces de mort, comme cette nana qui m'a écrit, elle a balancé des menaces de mort, elle a appelé des appels à la mort. Es-tu vraiment obligé de dire cela? D'accord? Et lève-toi. Et en plus, quand tu refuses, quand tu arrêtes avec ça, quand tu arrêtes avec les menaces de mort et l'invective et les trucs simples, tu vas devoir abandonner les armes de singe qui prend des pierres et qui les jette sur les touristes. Et tu vas t'élever à la dignité d'être humain. Tu vas commencer à avoir des arguments intellectuels beaucoup plus forts, difficilement parables, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, qui t'apporteront aucun ennui, mais qui vont mettre vraiment ton ennemi à mal. Il faut travailler comme ça, mais ça t'oblige à t'élever. Ça, c'est un point important. Autre point important. Réduire le cœur de cible. Les Américains, l'armée américaine, vous savez, si vous lisez les chroniques de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres guerres, ils ont l'habitude de frapper l'ennemi, mais aussi frapper leurs alliés, frapper leurs propres hommes. Et comme disaient certains durant la Deuxième Guerre mondiale, il vaut mieux avoir un mauvais Allemand en face qu'un bon Américain derrière. Parce qu'un artilleur américain derrière toi, il va te bombarder. Il va te bombarder tes propres lignes, d'accord? Même si tu es avec lui. Donc, ne faites pas cela. D'accord? Réduisez votre surface d'attaque. Exemple. Vous êtes français. Vous pouvez dire la même chose si vous êtes belge. Vous réduisez à la Belgique. Je parle de la France, c'est de là où
la plus grande partie de mon auditoire est en France. Donc je parle au français, mais de la même manière, je pourrais parler aux Suisses, ou aux Belges, aux Québécois, ou autres. Prenez la carte de la France. Prenez la carte de la France, accrochez-la au mur. Géographiquement parlant, c'est là où se limite votre combat. Tout ce qui n'est pas dans cette géographie, vous enlevez de votre combat. Retirez-le complètement. Je vous donne un exemple, j'allais dire tout bête, mais ce n'est pas un exemple tout bête. C'est un exemple très important. Moyen-Orient, Israël, Palestiniens, bande de Gaza, Fatah, Hamas, Iran, ce que vous voulez. Il y a des gens, ils ont des opinions, et parfois des opinions extrêmement fortes, parfois extrêmement émotionnelles sur cette problématique-là. Des opinions chargées d'émotions. Ok, c'est légitime. Il y a des gens qui sont 100% pro-israéliens, d'autres qui sont 100% pro-palestiniens. Ok, c'est pas grave. Maintenant, ce qui est grave, c'est vouloir importer ce conflit-là dans l'équation qui est en train de se passer en France. Ça n'a strictement aucun sens. Les Israéliens, quand ils ont des problèmes en Israël, ils ne vont pas débattre, l'opposition israélienne ne va pas débattre sur la question des relations entre la France et la Corse, ou la question des indépendantistes bretons. Ils s'en foutent de cela, et ils ont raison. Ils intègrent que les éléments pertinents à leur pays. Donc, Israël et tout ça, vous pouvez être pro-israélien, pro-palestinien, ça n'a pas d'importance quand il s'agit d'attaquer l'équation franco-française. Restez là. N'allez pas vous disperser, vous n'avez pas la possibilité. Parce que ce que j'entends chez certains, et regardez, je ne dis même pas de nom, je dis certains, mais tout le monde sait de qui je parle. Ce que j'entends chez certains, c'est que pour résoudre le problème en France, il faudra résoudre le problème en Israël. Alors si vous attachez, permettez-moi de vous le dire, si vous attachez vos problèmes à ceux d'Israël, les problèmes dans la région, dans cette région-là, existeront probablement jusqu'à la fin des temps. Donc à ce moment-là, vous êtes en train de dire que vous n'avez aucune chance de résoudre vos problèmes en France. C'est ça que j'entends moi. Premièrement. Deuxièmement, je vais vous dire un truc. C'est un peu brutal, mais je vais vous le dire. Malgré que l'État d'Israël est entouré de pays de moustachus, n'est-ce pas? Cet État a plus, quand on parle de pérennité, d'accord, cet État a plus de chances d'exister tel qu'il est dans le futur que ce qu'on appelle la République française. D'accord? Je le pose simple, parce que les gars là-bas, peu importe les menaces qu'il y a autour, ils ont moins intégré les menaces, ils ont moins compris les menaces, et ils savent que l'équation est en train de jouer, et ils sont très forts à cela. Vous, on ne peut pas dire la même chose. D'accord? Si on regarde l'État d'Israël, sur les 20 dernières années, il s'est renforcé. On ne peut pas dire ça de la France. Sur ces 20 dernières années, la France est en train de plonger. Ok, donc laissez tomber cette affaire, oubliez, laissez. Que vous soyez ultra-sioniste ou ultra-anti-sioniste, laissez tomber, ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas votre business, ok? Ça, c'est le premier point. Autre chose, souscrire encore, réduire encore. Il y a des gens, ils veulent faire la guerre à l'islam. Voilà, je cite une religion depuis le début de la vidéo. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas en mesure de faire la guerre à l'islam. Tu ne peux pas. De toute ta vie, il est très fort. Il est fortement probable que jusqu'à la fin de ta vie, il y aura sur terre des musulmans, des juifs, des chrétiens, et d'autres. Tu ne peux pas changer cela. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton pays. Donc, si tu déclares la guerre aux chiites, alors qu'il n'y a pas de chiites en France, l'islam chiite n'a pas de vue sur la France. C'est une ultra-minorité qui est toujours une minorité, qui restera pour l'éternité une minorité. Même dans les dogmes chiites, le chiisme ne s'attend pas à devenir un jour minoritaire sur Terre. Majoritaire sur Terre.
Donc, si tu déclares la guerre à l'Iran, ou tu déclares la guerre au chiisme, le chiisme n'est pas égal à l'Iran, mais tu déclares la guerre au chiisme, alors qu'il n'y a pas de chiisme en France. Tu déclares la guerre à l'islam soufi, alors que les soufis n'ont cherché personne. Il y a 25 soufis dans toute la France et ils n'ont cherché personne. Si tu fais cela, tu vas te permettre le luxe d'ouvrir un front trop large pour toi. Deuxièmement, si tu attaques tout le spectre, tu dis, moi, tu vois, moi, ça me dérange que le gars, il mange halal, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il mange du jambon. Ok. C'est un élément oiseux qui va te faire perdre ton temps et qui va te faire perdre la guerre. Et si tu perds la guerre, tu perds ton pays, tu perds ta façon de vivre. Et définitivement, tes enfants vivront esclaves sur leur terre. Voici l'équation. C'est très important. Alors, si tu veux focaliser sur, moi, je veux que les descendants de maghrébins mangent du jambon, ce jambon, il va te coûter ton pays. Il va te coûter ton avenir. Il va te coûter ta civilisation. Tu comprends ce que je veux dire? Focalise. Tu n'as pas l'énergie de rééduquer le monde. Tu n'as pas l'énergie de refaire le monde, refaire des millions de gens et leur dire non, ne faites pas la prière, n'allez pas au Hajj, ne faites pas le Ramadan, mangez du jambon. Tu n'as pas la possibilité de faire ça. Si ton pays était parfait et tout, tu aurais pu monter sur un carton et le prêcher et peut-être qu'au bout de 10 ans, il y a 2 personnes qui t'auraient suivi. Dans la situation dans laquelle tu es, tu dois concentrer que sur les éléments importants. Élément important, c'est copinage entre les islamistes et les politiques. L'État français qui s'est séparé de l'Église, qui est en train de se marier avec la mosquée. L'islamo-gauchisme, l'islamisme défendu dans les médias, l'islamisme défendu par la politique, les djihadistes financés partout dans le monde par la France, l'aviation française, l'armée française qui bombarde pour Al-Qaïda en Libye, la France qui soutient diplomatiquement des groupes terroristes en Syrie. Des éléments essentiels, des éléments importants. L'immigration massive de pays justement qui ont été déstabilisés en bonne partie par la France. Donc, il y a des éléments énormes, des batailles qui ne sont pas des batailles pour des rochers, pour des pierres, qui sont des batailles importantes. Tu dois réduire ta voilure. Parfois, tu devras faire des alliances parce que il y a aussi un truc. Quand je regarde tous les bords qui luttent ou qui prétendent lutter contre ce changement, il y en a plein qui se parlent pas les uns aux autres. Il y a une division absolument extraordinaire. C'est complètement balkanisé. Donc, il va falloir apprendre à faire des alliances. Oui, tu te considères extrême droite, mais l'autre, il est extrême gauche. Mais bien, ma foi, s'il est d'accord avec toi sur les principes fondamentaux, mais à ce moment-là, il faut définir des principes fondamentaux qui excluent tous les détails qui n'ont pas à devenir des objets de lutte. À ce moment-là, il y aura des principes civilisationnels essentiels, importants, des piliers qui vont se dégager. Et tous ceux qui se reconnaissent dans ces piliers peuvent être des alliés. Parfois des alliés contre nature, parfois des alliés temporaires, parfois des alliés jusqu'à une certaine date. Mais tu as besoin d'alliés. Tu ne pourras pas gagner cette guerre sans alliés. Or, vous êtes complètement... En France, ceux qui résistent sont complètement balkanisés. Et souvent, la différence, cette balkanisation vient de différences, vient de fractures liées à des divisions sur des éléments qui n'en sont même pas importants. D'accord? C'est ça. Vous faites un cadeau à l'ennemi en étant comme cela. Enfin, c'était toute cette vidéo, c'est une remarque, c'est une réponse, un message que j'ai reçu une demi-heure avant la vidéo en question. Parce que c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Il faut vraiment élever votre niveau de jeu, sincèrement. Et je le dis à tous les Français, élevez votre niveau de jeu. Vous n'êtes pas en train de gagner la guerre. Il faut bien qu'un ami vous le dise. Votre méthode, qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, si vous la multipliez et vous allez vers le futur, elle donnera exactement les mêmes résultats que le passé. En moins que les lois de la physique changent. Et je ne pense pas qu'elles vont changer, les lois de la physique. Elles vont rester les mêmes, ça je peux vous l'annoncer. D'accord? Donc, écoutez mes amis, je crois que j'ai tout dit pour ce soir. D'accord?
Il n'y a rien d'autre qui me vient à la tête. Peut-être quelques détails, mais je pense que j'en ai assez dit. D'accord? Je vous laisse et puis je reviens une autre fois.